Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres de ce lundi 21 novembre. C'est historique, le Monaco Rugby Sevens est devenu champion de France de rugby à 7 samedi. Nous reviendrons sur cette performance signée un jour de fête nationale monégasque. Puis nous nous intéresserons ce soir au Conseil économique, social et environnemental. Il est la 3e assemblée de Monaco, mais quel est son rôle et quelles sont ses missions? Sa présidente Caroline Rougagnon-Vernin sera avec nous pour en parler. La fête nationale monégasque célébrée outre-Atlantique, nous nous rendrons à Washington où l'ambassadrice Maggie Macario-Doyle a organisé plusieurs événements dans la capitale américaine. Céline Cotalorda sera notre invitée ce soir dans ce journal. Elle nous présentera la nouvelle campagne contre les violences faites aux femmes lancée par le Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes. Et enfin, nous ouvrirons une page sport avec la cérémonie des World Rugby Awards, du basket et la Roca Team qui retrouve l'Euroleague demain et la fin de la 23e édition de la No Finish Line. C'est la performance du week-end. Le Monaco Rugby Sevens est devenu champion de France de rugby à 7 ce week-end à Paris. Les joueurs de Jérémy Icardi ont remporté leurs 3 matchs et dominé en finale la section paloise 24-14. Frédéric Elion et Alexandra Marangoni ont pu suivre le parcours sans faute des Monégasques. On avait dit aux souverains lors de la photo officielle lundi qu'on allait se donner les moyens d'essayer de remporter cette finale. L'année dernière, on a perdu effectivement contre les Barbarians. On s'est un peu renforcé, j'ai trouvé le bon équilibre avec l'équipe. Et voilà, les mecs se sont envoyés à fond, à commencer par La Rochelle, le Stade Français, et enfin Pau. Et en plus de ça, effectivement, le jour de fête nationale à Monaco, donc c'est voilà, double récompense. On est hyper heureux pour le club, pour tout ce qu'on a réussi à mettre en place, que ce soit cette semaine, l'été dernier ou encore cet été. Et en fait, comme tu le dis, c'est tous les à côté, je pense, qui font la différence parce que on arrive, on ne se connaît pas. Comme je le répète à chaque fois, il y a je ne sais pas combien de nationalités, tout le monde a une ouverture d'esprit exceptionnelle, chacun respecte l'autre et ce qui fait la différence, c'est qu'en fait, chacun amène sa pierre à l'édifice avec sa culture, avec son truc et puis au final tu fais des matchs contre le Stade où tu vas chercher un extra time, contre Pau qui revient à 2 points, tu t'arraches et tu arrives à remarquer, c'est incroyable, ce soir c'est vraiment énorme. Chaque fois qu'il y a une victoire, ça nous permet de travailler beaucoup plus vite en fait. C'est plus facile, alors ça va créer des jalousies et les mecs commencent à être jaloux de vous. Mais ils sont restés forts dans l'adversité. Et nous, ce projet-là, il faut qu'il continue. Voilà, il y a d'autres tournois en Europe, il y a d'autres tournois dans le monde. Il y a aussi un travail à faire sur le social, sur le sociétal. Voilà, en tant que club, on a ce devoir de faire autre chose que ce qui se passe sur le terrain. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire. On est une petite équipe, et la plupart bénévoles, donc un plaisir. Voilà. Et nous reviendrons très prochainement sur Monaco Info, sur l'incroyable aventure du Monaco Rugby Sevens qui les a amenés jusqu'au titre dans un documentaire réalisé par Frédéric Elion. Intéressons-nous à présent au Conseil économique, social et environnemental. Il est considéré comme étant la 3e assemblée de la principauté. Mais quel est son rôle et quelles sont ses missions? Sa présidente, Caroline Rougagnon-Vernin, nous attend dans les studios de Monaco Info. Bonsoir Caroline Rougagnon-Vernin. Bonsoir. Comment pourriez-vous décrire cette année du Conseil économique, social et environnemental? L'année 2022 a été la première année de notre 25e mandat. En fait, nous avons été tous renommés à la fin de l'année 2021 et elle a été très studieuse en fait. Nous avons eu plusieurs saisines de la part de nos autorités, du gouvernement, du Conseil national et évidemment nous avons bien travaillé sur nos vœux. Est-ce qu'il y a eu des sujets émergents durant cette année? Alors, nous avons terminé, on pourrait dire, sur une saisine concernant la protection des données personnelles. Et là, nous étions très heureux d'avoir parmi nous une experte en la matière, donc, qui nous a bien aidés à débroussailler ce sujet. Il y a eu un sujet relatif aux caractéristiques thermiques des nouveaux bâtiments et rénovation des bâtiments existants, en fait, en lien avec la boucle thalassothermique. Nous sommes allés visiter d'ailleurs cette boucle thalassothermique, c'est une installation fantastique. Nous avons eu une 3e saisine qui concernait la caisse monégasque de retraite complémentaire, qui est un projet de loi qui est prévu une caisse qui est prévue de se déployer
d'après ce que j'ai entendu, plutôt fin 2023-2024. Voilà en ce qui concerne les saisines sur lesquelles nous avons travaillé, et beaucoup travaillé parce que chacune d'entre elles était des sujets assez techniques. Vous l'avez dit, 25e mandat déjà. Quel regard portez-vous sur le CESE depuis sa création en 1945 ? Le CESE a beaucoup évolué depuis sa création. Et en l'occurrence, je rends un hommage ce soir à M. Clérici qui nous a quittés cette année, qui a été président pendant 12 mandats successifs. Et il a œuvré magnifiquement bien pour le Conseil économique social, qui à l'époque était Conseil économique social et qui est devenu tout récemment en 2019 environnemental. Il était important justement d'avoir cette connotation environnementale. C'est l'un des enjeux majeurs et la principauté est grandement impliquée dans la défense et la protection de l'environnement. Ce qu'on constate en fait, c'est que nos travaux très souvent ont une composante environnementale. Et depuis longtemps en fait, beaucoup de vœux qui avaient été formulés ou qui sont formulés encore de nos jours ont une composante environnementale. On voit que par exemple, il y a plus de 15 ans, le CES des jeunes à l'époque avait souhaité avoir des bus 100% électriques. C'est aujourd'hui le cas. Récemment, il y a eu une demande de dalles piézoélectriques pour créer de l'énergie cinétique avec les marches. Le CESE des entre guillemets seniors travaille également beaucoup sur l'environnemental et très régulièrement des vœux sont formulés et parfois mis en application. Vous faites mention du CESE des jeunes. Là aussi, c'est une évolution du CESE. C'est important d'impliquer la jeunesse dans la vie de la cité ? C'est très important parce que les jeunes d'aujourd'hui seront les acteurs de demain et ils préparent ainsi leur futur, d'une part. Et d'autre part, ça leur permet de voir qu'ils peuvent influer sur leur futur en faisant des propositions, en réfléchissant des propositions. Et puis surtout, ils ont des idées tout le temps novatrices qui sont bien écoutées par nos institutions. Et totalement d'actualité. Et totalement d'actualité, toujours d'actualité, souvent précurseur même. Nous ne l'avons pas encore abordé, mais comment marche le CESE ? Qui compose ce conseil ? Alors le CESE, donc vous avez un président et 2 vice-présidents. Les 2 vice-présidents représentant les 2 collèges, le collège patronal d'un côté et salarial de l'autre. Et en fait, nous sommes 36 membres répartis en 3 collèges. Donc un collège gouvernemental qui est composé de personnes nommées par le gouvernement pour ses compétences, et un collège salarial et un collège patronal qui sont nommés sur proposition de leurs syndicats respectifs. Donc toutes ces personnes se répartissent en sections en fonction de leurs affinités et de leurs spécialités et proposent ou des vœux, donc avec la faculté de s'auto-saisir en proposant des vœux, des souhaits, ou alors, et je vous en parlais tout à l'heure, répondre à des saisines gouvernementales ou qui peuvent émaner du Conseil national également, afin d'apporter leur expertise, qui est une expertise qui est variée, parce que nous avons non seulement des acteurs économiques, systématiquement même d'ailleurs, mais également des personnes qui ne sont pas forcément monégasques, ça peut être des étrangers, plusieurs nationalités composent notre CESE. Oui, la valeur de sa voix est importante. C'est la 3e assemblée de la principauté, c'est ça ? C'est la 3e assemblée de la principauté, exactement. Donc Et alors on travaille, aujourd'hui, on s'est dit pour ce mandat qu'on allait essayer de trouver que des vœux avec une composante d'attractivité. En fait, donc on travaille en synergie avec le CSA, en complémentarité, parce que bon, eux, c'est une assemblée plus technique et on a des points de vue qui sont différents et qui sont complémentaires. Et donc on essaie de travailler sur des vœux qui permettent d'améliorer l'attractivité de la principauté, que ce soit pour les salariés, pour les employeurs également, ou tout simplement pour les résidents, les personnes qui y vivent. Et en ce moment, vous vous projetez déjà vers l'année 2023 ? On travaille toujours en avant. En fait, on se réunit dans les différentes sections. Chaque section travaille à son projet de vœux. Alors, on peut inviter des personnalités ou des experts en lien avec le vœu qui est réfléchi, qui est travaillé. Et une fois que le vœu est adopté dans la section, on le propose en séance plénière où là, il sera adopté par l'ensemble des membres, les 36 membres qui composent notre assemblée, adopté ou pas. Mais... Merci beaucoup. Merci à vous.
Dans le reste de l'actualité, les membres du gouvernement princier ainsi que ceux du Conseil national ont visité ce matin la tour Elsa du complexe Testimonio 2. Livré fin novembre, cet immeuble de 30 étages doit accueillir dans les prochaines semaines ses premiers résidents. Prenons la direction des États-Unis à présent. Nous avons fait écho ce week-end de la présence en principauté du corps diplomatique et consulaire monégasque à l'occasion de la fête nationale. S'ils ont été nombreux à faire le déplacement, d'autres sont restés dans leur pays d'accréditation. C'est le cas de l'ambassadrice Maggie Macario-Doyle qui a ainsi souhaité célébrer la fête du prince dans la capitale américaine. Le reportage à Washington d'Alexandra Pani sur des images d'Antoine Écal. Monaco était à l'honneur dans la capitale américaine. La fête nationale monégasque était au cœur de 3 jours de réunions, rencontres et événements organisés par l'ambassade de Monaco aux États-Unis. Nous avons profité du fait que les ballets se produisent à Washington DC pour organiser autour de leur venue notre réunion diplomatique. C'est un moment qui est merveilleux pour nous parce que ça nous permet un petit peu de recadrer les aspects de ce que nous avons fait dans le passé, mais ce que nous voulons faire aussi dans les années à venir. Nous avons aussi pu organiser autour de leur réunion des différents forums de discussion avec le Monaco Economic Board, avec la Fondation Prince Albert II. Pour nos consuls, c'est aussi l'opportunité de se retrouver tous ensemble, de discuter, d'échanger, d'avoir un dialogue sur les situations dans lesquelles eux-mêmes se trouvent par rapport aux questions qui leur sont posées sur leur territoire. Et c'est très positif et en plus, ça montre vraiment un soutien non seulement de notre gouvernement, mais aussi de leur part de la principauté de Monaco. Des liens qui remontent à plus de 150 ans entre les États-Unis et la principauté de Monaco. Les relations diplomatiques entre les deux pays sont officiellement établies en décembre 2006. Gilles Noguès remet alors ses lettres de créance à George W. Bush. Mais le tout premier consul monégasque accrédité aux États-Unis remonte à Louis Borg en 1866. Quant au premier consul américain à Monaco, il faudra attendre 1874 avec Émile Delotte. À ce jour, Monaco compte 13 consuls pour l'Amérique du Nord, soit les États-Unis et le Canada. Ils ont un mandat de 5 ans renouvelable. C'est notre rôle de représenter Monaco aux États-Unis et de promouvoir l'économie, le tourisme, l'image, le brand de Monaco, où est-ce qu'on se trouve aux États-Unis. Dans mon cas, c'est San Francisco. La plupart sont des consuls honoraires qui exercent donc leurs fonctions à titre bénévole. Seul New York compte depuis 1997 un consul général. Mais tous ont pour vision commune la promotion de la principauté dans leur pays de résidence. Les ballets de Monte-Carlo étaient également au cœur de ces festivités à Washington. Nous reviendrons d'ailleurs demain sur leur représentation au Kennedy Center. Retour en principauté avec le lancement de la campagne contre les violences faites aux femmes. Le comité pour la promotion et la protection des droits des femmes l'a présenté aujourd'hui au sein des locaux d'Extended Monaco. Pour en parler et faire le point sur la situation, nous sommes ce soir avec la déléguée interministérielle pour les droits des femmes. Bonsoir Céline Cotalorda. Bonsoir. Avant de revenir sur cette conférence de presse du comité, est-ce que l'on peut faire tout d'abord un état des lieux en principauté? Est-ce que Monaco est touché aussi par la violence? En effet, à Monaco, on n'échappe pas au phénomène de violence. Depuis 2019, grâce à l'INSEE, nous disposons de chiffres, des cas recensés. On est à début novembre 2022 à 33 cas recensés par la Sûreté publique et à 40 femmes qui se sont présentées à la VIP, l'association d'aide aux victimes d'infractions pénales. Ce sont des femmes victimes de violences conjugales, violences sexuelles ou harcèlement. Vous le dites, ce sont des cas recensés, ce n'est malheureusement pas un phénomène isolé. L'illustration la plus marquante de ces dernières semaines, c'est l'Iran, Céline Cotalorda. Tout à fait. Alors là, on parle de la situation en principauté, mais bien entendu, quand on élargit le panorama, on se rend compte qu'en 2022, dans le monde, les femmes sont tout à fait toujours malheureusement victimes de violences. Et on peut parler bien sûr de l'Iran, où ce phénomène de révolte qui a démarré par une prise de position des femmes qui demandaient simplement à vivre libre et à défendre cette liberté-là, aujourd'hui prend de l'ampleur. Ou encore malheureusement de la guerre en Ukraine, où des cas de viol utilisés comme arme de guerre ont pu être recensés malheureusement.
Oui, d'où l'importance de communiquer, non seulement pour rappeler que ce fléau existe, mais qu'il y a aussi des actions mises en place. Quelles sont-elles en principauté ? Alors c'est vrai qu'il faut rappeler sans cesse, j'ai envie de dire, et en tout cas au moins une fois par an, profiter du 25 novembre pour faire une piqûre de rappel. Mais ça ne s'arrête pas à la journée du 25 novembre. Il y a des actions qui sont mises en place à Monaco tout au long de l'année. Des actions avec les services de l'État qui accueillent et qui prennent en charge les victimes de violences, que ce soit au niveau de la sûreté publique, du personnel soignant, des travailleurs sociaux ou de la VIP. Et puis il y a des actions de formation qui sont très importantes pour la prise en charge et l'accueil des victimes de violences. Et enfin, un autre aspect non négligeable, c'est la progression et la mise en place d'actions réglementaires ou législatives. Oui, là vous faites référence au projet de loi qui va être déposé très prochainement. Tout à fait. Je fais référence au projet de loi relatif à l'indemnisation des victimes de violences à caractère sexuel, mais aussi de violences domestiques, et les enfants victimes de violences. C'est un projet de loi qui va permettre de pouvoir réparer, de pouvoir indemniser les personnes qui auront été victimes, qui auront subi ces violences-là. Donc c'est très important à Monaco d'avoir ce dispositif comme il existe déjà dans d'autres pays. Vous avez donc dévoilé aujourd'hui la nouvelle campagne du Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes. Quel est le message de cette campagne, Céline Cota-Lorda ? Le message, c'est qu'on peut tous agir, on peut tous changer l'histoire d'une femme victime de violence. On a décidé cette année de cibler en priorité les hommes. On a 3 personnages masculins qui sont les protagonistes de l'histoire. Et on va donner des clés, quelques clés simples, quelques gestes qu'on peut tous accomplir pour aider une victime de violence. Et c'est pour ça qu'on parle de « vous pouvez changer l'histoire » et qu'il est très important d'agir contre les violences en commençant déjà par ne plus les ignorer. Et cette campagne se décline sur plusieurs supports, dont le numérique. C'est une campagne qui est interactive et pédagogique et numérique. Interactive parce qu'on a mis en place un site internet interactif où donc on va retrouver nos 3 personnages masculins et à travers leur histoire, à travers leurs vidéos, le spectateur va être mis dans la peau du personnage masculin, va être amené à faire des choix. On a également de la pédagogie à travers un film qui va être diffusé à partir du 25 novembre sur votre chaîne, sur Monaco Info et sur les réseaux sociaux du comité. Et je le disais également, une campagne numérique puisque c'est très important d'utiliser les outils numériques qui ont été développés en principauté pour donner de l'information sur les dispositifs d'aide et d'urgence. Donc on va utiliser le portail Monaco Santé pour diffuser de l'info et également Monaco fait partie maintenant d'une application qui s'appelle Appel sur laquelle vous pouvez retrouver l'ensemble des informations sur les dispositifs d'aide et d'urgence. Et Céline Cota-Lorda, j'imagine que cette semaine sera ponctuée par plusieurs événements jusqu'au point d'orgue ce vendredi lors de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Nous allons aller à la rencontre du public dans des lieux populaires au marché de la Condamine le 23 novembre matin. Donc vous pourrez retrouver un stand du comité ainsi que le 24 novembre toute la journée au centre commercial de Fontvieille avec l'ensemble des associations qui font partie du comité et qui s'investissent, qui elles aussi portent le message et seront à nos côtés. Donc semaine bien remplie qui se terminera également par une rencontre avec des élèves de classe de terminale pour les sensibiliser à la question des violences. Merci beaucoup Céline Cota-Lorda d'avoir fait le point avec nous sur ce fléau malheureusement qui est toujours d'actualité. Merci. Merci à vous. Et le Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes vous invite en signe de solidarité à porter le ruban blanc le vendredi 25 novembre à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. En sport, Charles Leclerc a été sacré vice-champion du monde de Formule 1 ce dimanche après sa 2e place au Grand Prix d'Abu Dhabi. Le Monégasque signe sa meilleure performance sur une saison en F1. Et puis on l'a appris aujourd'hui, Arthur Leclerc évoluera en Formule 2 en 2023. Après 2 saisons à F3, le frère de Charles rejoint l'écurie française Dams.
Nous vous parlions en début de journal du titre historique du Monaco Rugby Sevens. Le ballon ovale était également à l'honneur en principauté avec les World Rugby Awards. La cérémonie a eu lieu dimanche soir à la Salle des Étoiles et était placée sous le haut patronage de son Altesse Sérénissime, la princesse Charlène. Quelles sont les joueuses et joueurs, mais aussi entraîneurs du monde de l'Ovalie qui ont été récompensés? Élément de réponse dans ce reportage signé Sandrine Nègre. Pour leur retour en principauté, les World Rugby Awards ont récompensé l'Irlandais George Van Der Flier, élu joueur de l'année. Il succède ainsi à Antoine Dupont. Du côté des femmes, c'est la joueuse de Nouvelle-Zélande, Roy Dament, qui décroche le titre. Les Black Ferns, toujours avec Wayne Smith, élu meilleur entraîneur après les avoir menés vers le titre de championne du monde. Et ce que j'ai vu à Nouvelle-Zélande m'a tellement ravi que le rugby féminin est en train d'exploser, c'est une bonne chose. Oui, c'est important, d'abord c'est la famille qui se retrouve, hein, tous les gens du monde entier sont là. Donc, et puis surtout encore une fois pour féliciter les meilleurs joueurs, les meilleurs entraîneurs, les meilleures joueuses, les meilleures équipes, les meilleurs joueurs à leur poste. Ça fait tout un tas de récompenses qui font que pour les joueurs, je sais que c'est très valorisant, donc oui, c'est une bonne chose. Et parmi les autres catégories, celle de la Dream Team, l'équipe type de l'année, avec notamment le Sud-Africain Luka Njoam. I think it's one thing that I'm very passionate about, something that I really love, and I think it's something that I've been groomed, from a young kid and growing up to the man that I am today. So yeah, doing what I do, doing what I love is really special. La Principauté a donc une fois de plus accueilli cette remise de prix. Il faut dire que le Rocher et l'Ovalie, c'est une histoire qui compte de plus en plus de chapitres. C'est positif, il y a plusieurs entités, plusieurs projets. Nous, on est sur les équipes nationales. On va partir à Dubaï la semaine prochaine, faire le tournoi de Dubaï, puis les championnats d'Europe et les Jeux des petits États. Donc évidemment que c'est important et on est content que toutes les entités fonctionnent bien. Au-delà des récompenses remises, ces World Rugby Awards ont donc aussi été l'occasion pour tous les amoureux et amoureuses du rugby d'échanger autour des belles valeurs véhiculées par ce sport. Et Nicolas Bonnet, le DTN de la Fédération monégasque de rugby, mentionnait la prochaine participation des Impies au Dubaï Rugby Sevens. Eh bien, sachez que nous y serons également pour suivre leur aventure. En basket, la Roca Team se prépare à jouer son 3e match en 5 jours. Demain, les Monégasques reçoivent les leaders de l'Euroleague, Fenerbahçe, à Gaston-Médecin. Après une défaite difficile à avaler face à Limoges hier en championnat, Monaco doit vite se remettre dans le droit chemin. Présentation de la rencontre avec Yannick Debever sur des images signées Sylvain Péroumal et Lionel Bernardi. Après une victoire pleine de caractère vendredi face à Baskonia, Monaco n'a pas réussi à enchaîner face à Limoges en championnat de France ce dimanche. Une défaite 80-84 qui a fait grincer des dents le coach monégasque Sacha Obradovic. Euroleague, cannot permit, this Euroleague team who are talking every day, talking about, playoff and Final Four. Coach, no coach, that you have to find a way. Cette nouvelle défaite en championnat de France montre que Monaco a du mal à trouver son rythme cette saison. Ce mardi, la Roca Team reçoit Fenerbahçe, leader d'Euroleague avec une seule défaite. Deuxième meilleure attaque et meilleure défense, les Turcs sont tout simplement impressionnants en ce début de saison. On est à plutôt une bonne place, je dirais. Maintenant c'est juste, faut arriver à se remettre la tête à l'endroit parce que le match de Fener il vient vite. C'est une équipe qui, si jamais on n'arrive pas à stopper leur rythme et qu'on les laisse se mettre en confiance, ça va faire mal. Une incertitude plane sur cette rencontre, la disponibilité ou non du capitaine Adrien Moerman, touché sur un contact face à Baskonia vendredi. Monaco a dans le viseur la première place d'Euroleague. Il faut gagner pour cela évidemment et il faudra surtout jouer son meilleur basket avec un collectif soudé et impliqué. Of course, I expect, different completely attitude. It will be. But if this is going to be enough to beat, Fenerbahçe or not, we will see. So everyone needs to contribute and everyone needs to be ready. La Roca Team devra donc présenter son meilleur visage face à Fenerbahçe ce mardi pour espérer rester invaincu à domicile sur la scène européenne. Coup d'envoi de la rencontre à 19h. Oui, un match que vous pourrez suivre
en direct sur Monaco Info. Clap de fin pour la No Finish Line. L'événement solidaire annuel s'est achevé hier du côté de Fontvieille. Vous avez peut-être vous-même parcouru plusieurs kilomètres pour la bonne cause. Alors quels sont les chiffres à retenir de cette 23e édition? Réponse avec Sandrine Nègre et Olivier Bonello. La 23e No Finish Line s'est achevée en présence de plusieurs personnalités, parmi lesquelles notamment Yacouba Ouattara, parrain pour la seconde année consécutive, et Mickaël Zézé, capitaine de l'équipe de France en relais 4x100. 10 000 participants ont permis de faire grimper le compteur. Voici le nombre de kilomètres parcourus, 251 770 kilomètres. Le premier homme, c'est Daniele Alimonti, qui a parcouru plus de 877 kilomètres, qui est un habitué des podiums, donc qui est italien et qui a gagné dans la catégorie homme. Après, on a Paola Concato dans la catégorie femme avec plus de 700 km. Et après, on a les 3 équipes Barclays Monaco, Courir pour Céline et Special Olympics qui sont aussi des fidèles. 251 770 km parcourus, soit 251 770 € qui seront reversés pour financer une vingtaine de projets en faveur d'enfants malades ou défavorisés. La NFL, c'est aussi une équipe de bénévoles qui ont multiplié les actions pour apporter leur contribution. C'était une très belle édition, très touchante parce qu'on a pu finalement tous se retrouver ensemble, partager des bons moments. On a quand même accueilli 10 000 participants. Donc c'est vrai que c'est le début du renouveau, on va dire. Et franchement, tous les gens étaient contents, il y avait une super ambiance. Convivialité, solidarité et efforts sportifs seront de nouveau au rendez-vous en 2023. Les dates de la 24e No Finish Line ont d'ailleurs été dévoilées du 4 au 12 novembre. Le rendez-vous est pris. Nous voulions vous partager ce soir ces images, celles d'un rêve devenu réalité pour Sophie Caserio. Cette jeune résidente monégasque de 37 ans atteinte d'une maladie génétique a pu rencontrer son idole David Hallyday sur le circuit du Castellet. Un moment capté par les caméras de France 3 et qui restera gravé dans la mémoire de Sophie. Elle aura pu notamment visiter les ateliers mécaniques de l'écurie de David Hallyday qui participait ce jour-là à une course automobile. Place à vos prévisions météo à présent. Cette nouvelle semaine a démarré avec un temps plutôt mitigé. Bonsoir Yannick de Bever. Quelle est la tendance pour la journée de demain ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Il risque de pleuvoir dans la nuit de lundi à mardi. Des précipitations qui pourraient même se prolonger jusque dans la matinée. Un petit vent dans l'après-midi devrait amener quelques éclaircies avant la fin de journée. Les températures sont plutôt fraîches avec une maximale prévue à seulement 14 degrés. Ce mardi 22 novembre, nous fêtons Sainte-Cécile. Sainte-Cécile qui est également la sainte patronne des musiciens. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. On se quitte avec les photos de Manuel Vitali qui a assisté à la cérémonie des World Rugby Awards hier à la Salle des Étoiles en présence de grands noms de l'Ovalie. Excellente soirée à tous. Et à demain pour une nouvelle édition sur Monaco Info.